Hello there. Oh merde. Ping! Nobles amateurs de poussière, salutations. Messieurs, j'allais dire dames, mais il y a quand même peu de chance. Messieurs donc, aujourd'hui, le pistolet d'officier modèle 1833. Alors, j'insiste, et même lourdement, si vous n'avez pas vu l'épisode sur le pistolet d'officier de gendarmerie modèle 1836, allez le voir. J'ai déjà presque tout dit lors de cet épisode-là, je ne ferai que de rapides rappels, et si vous l'avez pas vu, vous allez rien biter. Je vous laisse donc très exactement 30 minutes et 23 secondes pour aller le voir. Du coup, c'est mignon, mais qu'est-ce que je fais, moi, en attendant ? C'est tout bon, vous avez tout appris ? C'est cool. Allons-y donc. Le pistolet d'officier modèle 1833, c'est la plus belle de toutes nos armes réglementaires. Je veux rien savoir. Tous les autres, ils peuvent aller se rendormir. Attention, second degré activé. Le 55 d'état-major ? Le truc obèse, tu veux dire ? L'an 9 ? Le grand maigre, donc. Le 77 d'officier ? D'accord, t'aimes bien les machins auxquels il manque des chromosomes, toi, hein ? Les deux seuls qui pourraient éventuellement prétendre, c'est le 58T et le 70. Et ce serait déjà comparé deux grosses poissonnières à Laetitia Casta, hein. Bon, soit dit sans offense, hein, j'ai un très bon ami sardine, mais quand même quoi. C'est même pas que le 33 a une allure aristocratique, c'est au-delà de ça. Là, c'est royal, impérial, divin limite. Il fait donc partie du fameux trio d'armes à chambre rétrécie qu'on avait déjà vu avec le 36 et le 55 qu'on a vaguement abordé. Successeur du 1816 d'officier, il lui ressemble un peu parce qu'il reprend son fumilon et son mode de fixation à clavette. La chambre rétrécie, comme je l'avais déjà longuement expliqué, c'est donc une chambre rétrécie et qui doit accueillir une balle sous-calibrée qui va finir par prendre le diamètre des fonds de rayure à grands coups de baguette dans la tronche. C'est donc une balle à compression, contrairement à l'usage très fautif qui voudrait que la balle à compression ce soit la minier. Mais j'avais déjà largement parlé de ça dans l'épisode dédié au fusil cordier minier. Bon, déjà tirons un petit peu, on verra le reste après. Sachez que l'idée de tirer avec ce biduchon me remplit de joie, c'est la première fois de ma vie. Et je suis extrêmement content. Ce machin est assez peu pratique, rassurez-vous, je fais un tir avec et après, je redeviens civil, parce que bon, la blague, ça va bien 2 minutes. On commence avec les tirs à une main, ce qui ne m'enchante guère. Comme je connais pas l'arme, c'est la première fois de ma vie que je tire avec ça. Hein. Alors, le pontet à doigtier, donc le doigtier c'est le bidule que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un repose-doigt, mais en français ça s'appelle un doigtier. C'est pas d'une praticité phénoménale. On va pas se mentir, hein. D'accord. J'ai oublié de vous mettre la caméra. Merde. Ne fumez pas les enfants. C'est mal. Bien, bien. Bon, laissez-moi 30 secondes pour me remettre en tenue normale et méritée, qui plus est. Car je ne mérite absolument pas ce casque de dragon magnifique et cette cuirasse qui est pas du tout une cuirasse de dragon puisque les dragons n'avaient pas de cuirasse. Mais bon, c'était plus joli, c'était voilà, c'est plus impressionnant. Puis bon, on va pas se mentir, ça me permet aussi de porter une cuirasse une fois dans ma vie, ce qui est plutôt pas mal. C'est extrêmement mal pratique.
C'est pas lourd, contrairement à ce que je pensais, mais c'est pas très pratique. Alors vous remarquerez sur la cible que l'impact a une drôle de forme, c'est ma bourre qui laisse cette impression-là. Donc écoutez, c'est pas très grave. Alors, je suis donc très haut, donc Besson, je le reprends à deux mains. Alors, le recul est... Je vais pas dire inexistant, mais pas loin. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ma cible en caoutchouc, eh bien les balles rebondissent. Il est donc fort possible que j'en prenne une dans les boules à l'occasion. Ouah, c'est le machin tout en bas, là? C'est une blague. Je suis descendu, mais pas d'autant. Oh putain, si. Ah ouais, c'est le machin tout en bas. Ok, alors bon, la visée est vraiment super sympa, hein. C'est un tout petit cran de mire en V, et c'est un tout petit guidon, mais une toute petite lame, vraiment, elle est toute fine. Bon, remarquez, on l'avait dit, hein, que oui, les balles forcées donnent des résultats très très différents selon la façon dont vous les forcez, justement. De là à ce que ça me fasse des écarts de... Putain, de beaucoup. De je ne sais combien de centimètres, mais pas mal. Ah, c'est étonnant. Allez, c'est reparti. Clic. Amorce. Doucement. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai éborgné le coin en haut à gauche de la cible. Bon. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Mais bon, c'est un pur plaisir. Ah, il faut que j'aère, hein. Alors, il y a deux grands types de pistolets modèle 1833. On a déjà vu avec le modèle 1836 que les fabrications privées pouvaient énormément varier du modèle réglementaire. Et c'est encore plus vrai pour celui-là. Mais, réglementairement, il y en a eu deux. Vous avez d'un côté le premier type, fabriqué dès 1834, et ensuite le second type dont la transition arrive globalement vers 1845. Les deux types font 36 cm de long, 20 cm de canon, pèsent 910 grammes, et affichent quand même un calibre tout à fait respectable de 17,1. 17,5 en fond de rayure. Pour rappel, juste comme ça, le modèle 1836 c'était 15,1. Là on est au niveau du 1822. Que ce soit le premier ou le second type, ils ont tous les deux un canon octogonal légèrement évasé à la bouche, légèrement tromblonné. Ce qui m'amène aux questions des abonnés. Je vous avais demandé de me faire part de vos interrogations, j'en ai sélectionné quelques-unes parmi les plus techniques. Une question de Madame Défense d'Ivoire en Haute-Savoie. Y a-t-il une raison technique à la forme tromblonnée de ce canon? Eh ben oui, Jamy. Il y en a deux, et je tiens à signaler quand même que ce ne sont pas des faits avérés, ce sont plutôt des hypothèses de recherche, parce que personne dans le règlement des manufactures n'a jamais expliqué le pourquoi du comment. La première raison possible, c'est la même que pour tous les autres tromblons, c'est plus impressionnant. Comme la bouche est évasée, le diamètre à la bouche est plus important que le calibre réel, et donc, le grand méchant en face, il a l'impression qu'il va se prendre un immeuble en pleine gueule, c'est dissuasif. La seconde hypothèse est un peu plus technique, mais elle a ma faveur, pour ne rien vous cacher. En augmentant le diamètre du canon à la bouche, on peut se permettre de faire le guidon moins haut. Et donc, quand on sort le pistolet des fontes de sel, on en parlera tout à l'heure, eh ben ça accroche moins. Le 1833 premier type, c'est-à-dire pas celui que j'ai maintenant, a un canon dit à ruban. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Et une cheminée du commerce. La cheminée, pour ceux qui l'ignorent, c'est ça, c'est ce qui porte l'amorce, et on a déjà vu que la cheminée dite du commerce, c'est une variante fine, une petite variante des cheminées. Une variante civile, qu'on trouve donc sur les armes civiles. Imparable. Le premier type a aussi un truc que vous connaissez bien si vous avez bien regardé l'épisode sur le 1836, comme je viens de vous dire de le faire, la platine à la Ponchara. Oui, la fameuse platine toute ronde, là, qui s'étale, et cette impression, là, de flaque d'huile augmente encore quand on sait que les flancs du 1833 premier type sont plats. On dit qu'ils ont un
mais plat. Le second type maintenant a un canon dit en Damas. Car oui, je rappelle juste comme ça que l'appellation canon Damas est fautive du point de vue de la syntaxe. En armurerie, c'est pas comme en coutellerie le Damas. Par-dessus ce canon vient donc se loger une cheminée de guerre, une grosse cheminée, exactement comme on avait tous les autres réglementaires, en particulier les armes longues. Ce type de cheminée-là, bien plus large, bien plus longue, bien plus dure, cette cheminée a un véritable intérêt. Elle est destinée à moins souffrir des percussions répétées. Déjà parce que l'amorce en elle-même est plus large et plus épaisse, donc elle a plus d'amorti, et ensuite évidemment parce que la cheminée est plus solide en elle-même, puisqu'elle est plus épaisse aussi. Alors en revanche, petit détail, n'allez pas imaginer que vous pouvez prendre n'importe quelle cheminée de n'importe quelle autre arme et la coller sur le 33. Parce que même pour ceux du second type qui ont une cheminée de guerre, le filetage qui est à l'intérieur, ça reste un filetage du commerce, et donc il est plus petit. Ce qui veut donc dire que les 1833 second type ont une cheminée de guerre qui leur est spécifique. Il n'y a que qui ont cette cheminée-là. Et donc que c'est très chiant à remplacer si par hasard elle est matée. Le second type abandonne complètement la platine à la Ponchara pour une platine arrière beaucoup plus fuyante, beaucoup plus classique. Vous voyez, il fuit vers l'avant. C'est pas le tout, mais j'aimerais quand même pouvoir toucher à un moment le noir, ce serait quand même bien. Après, on peut pas tout avoir, c'est la toute première fois que je tire avec ce truc. Bon, c'est... Il y a un peu de mieux, il faut que je décale moins à droite et beaucoup plus en bas. Ok, vu. Sauf que la dernière fois que j'ai décalé beaucoup plus en bas, je me suis retrouvé quasi hors cible. Bon, excuse-moi petit 33, mais t'es compliqué, comme truc. Donc il faut beaucoup plus en bas et un peu moins... à droite. Ah, c'est fun à tirer, putain. Le recul, c'est... Un peu en escalier, c'est... c'est exceptionnel. La prise en main est pas mal du tout. Alors, vous êtes un petit peu étriqué dans une position un peu biscornue, vous voyez, parce que fatalement, cette crosse est très arquée. Et donc, ouais, c'est vraiment très circulaire, quoi. Mais c'est... c'est bien. Et c'est bien, et en plus, j'étais pas loin, là. Pas mal du tout, donc c'est que c'est bien ça. Il faut décaler... Faut décaler un peu à la distance où je suis à 25 mètres, comme d'hab. Ouais. Puis comme je tire un peu en diagonale, qui plus est, c'est moins évident. Bref, on s'en fout. Comme je vous l'ai dit, les balles rebondissent sur le caoutchouc, ce qui vous donne une petite indication sur la V0 que ce truc doit avoir. Ça doit pas être brillant. À mon avis, on est très subsonique. Ça doit tourner à vue de pif, ça doit tourner entre 2 et 300 mètres secondes, mais pas plus, quoi. Question de monsieur Soutien de Saint-Saint en Belgique. Y avait-il une précision exigée, et si oui, pour quelle distance? Étant donné le mode de chargement qui, on l'a vu, n'est pas fondamentalement d'une rigueur totale, le pistolet était prévu pour une dizaine de mètres. Mais il y a des documents qui attestent qu'il était admis par les officiers qui en étaient dotés à l'époque, qui faisait un excellent pistolet de tir sur cible à 30 mètres. Alors je reviens quand même 2 secondes sur les rayures. Vous vous souvenez de ces rayures nombreuses et profondes? Tout comme les 2 autres pistolets à chambre rétrécie, il est doté de rayures cheveux, 48 pour être exact. Et ces rayures ont une profondeur dégressive. C'est-à-dire, pour faire simple, elles sont beaucoup plus profondes ici que là. En dehors d'éviter à la balle de sauter les rayures quand elle avance dans le canon, ça permet aussi d'éviter le déchargement par inertie. Imaginez, vous êtes officier, vous en avez donc une paire, elles sont dans les fentes de selle de votre cheval, et le cheval il fait tigri, 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 et donc la balle... T'as l'air con après quand t'as plus de balles à tirer, Mais ça, ce serait pas le pire à la limite. Le pire, ce serait qu'elle avance, qu'elle laisse un super gros vide, poudre noire, explosif, effet grenade. Donc ça risquerait de tout faire exploser, y compris la main du gars. Le seul souci de ces rayures, c'est qu'elles sont plus fragiles que la moyenne, et c'est exactement pour ça que la tête de baguette est superbement cerclée de laiton, c'est pour éviter de ruiner les crêtes de rayures. Pendant qu'on parle de rayures d'ailleurs, et si on parlait de celle qui constelle merveilleusement ce canon? Le 1833 premier type a une construction en ruban. Ça consiste en 1, 2 ou 3 bandes d'acier qu'on va souder entre elles par martelage autour d'un tube qui fait en fait office de patron. Parfois elles ont la même épaisseur, parfois elles sont d'épaisseur différente. La construction en Damas du second type se fait à peu près de la même manière, mais avec beaucoup plus de bandes d'acier bien plus fines. Là où le ruban, ça donne des rubans larges et bien droits, le Damas, ça donne une structure très serrée quand c'est pas carrément des bouclettes comme le damassage de coutellerie. À noter quelques exemples
exemplaire particulièrement hors du commun qui mixe le ruban et le damassage de coutellerie. Une des deux bandes, c'est en fait un bloc de damas par repliage qui est étiré en bande et soudé à une autre bande classique. Ça, c'est très rare et c'est très beau. Ensuite, les canons peuvent être polis, bleuis, bronzés ou brunis. Je rappelle quand même qu'à l'époque, ces trois derniers termes désignent des techniques radicalement différentes. Le bleuis, c'est une migration thermique, le bronzage, c'est une couche chimique, et le bruni, c'est un frotté qui est très fragile. Il arrive parfois d'ailleurs que deux bandes d'un même canon n'aient pas la même finition. Certains sont polis et bronzés, d'autres sont bleuis et bronzés, d'autres sont brunis et bronzés. Allez, refaisons-nous un petit peu de tir, les derniers, et cette fois, on va essayer de tout casser. Enfin non. Pas dans ce sens-là. Bon, maintenant qu'on sait à peu près où ça tire, et si on faisait un méton? Mettons, je ne sais pas, que je sois un brave officier de dragon, et qu'en face, un brave officier des hussards, mais un petit peu taquin, décide, je sais pas, qu'il a envie d'accrocher la peau de mon casque en trophée au-dessus de sa cheminée. On va peut-être pas le laisser faire, hein, faut peut-être pas exagérer. Ah monsieur, non, nous n'avons pas jeté les gants convenablement! Ah. Je sais pas où je suis. Je vais pas vous mentir, moi je sais pas où il a tapé. C'est pas grave. J'ai entendu la balle rebondir, donc elle a tapé dans le caoutchouc, ça c'est sûr. Mais où? En tout cas pas dans la cible. Donc là, il y a des chances que je meure. Attendez, monsieur le hussard, excuse me, non. Voilà, boum. Va mourir. Ah là, je t'ai eu. C'est bon, je suis pas mort grâce à l'extrême patience de ce hussard, je suis... voilà. Ça va. Vous, ça va? C'est cool? Passez une bonne journée, tout? L'épisode vous plaît? Bon, on a vu mieux comme carton, hein, de loin. Une ici, une là, une là, une là, une là, une là... Et peut-être une ici, mais je suis pas absolument certain de mon coup. Clairement, ça manque un petit peu de patate, peut-être. De là à vous dire que j'ai très envie d'être en face pour m'en prendre une... Tu dois être moyennement en forme derrière, hein. Bien, question suivante de Monsieur Père de Couillé en Seine-Maritime. Le petit anneau sous la poignée, c'est pour attacher une dragonne ou pour faire joli? Ah, mais que voilà une question magnifique. Ce petit anneau peut effectivement servir à passer une dragonne, mais c'était pas la norme, puisque, de mémoire, les officiers étaient montés à partir du grade de capitaine, et donc n'avaient plus besoin de cette dragonne. Non, cet anneau sert surtout à la préhension. À la préhension de quoi vous êtes en train de vous dire? Ça y est, Adrien, il perd la boule. Mais non. Dans cet anneau, pan, il tourne librement. Mais, poussez-le contre la calotte, comme ceci, et là d'un coup il ne tourne plus tout seul. Il tourne avec le fond de la calotte. Et dans les logements de ces calottes au pluriel, puisque ces armes sont toujours mises en service par paire, vous trouvez d'un côté la dosette à visser sur le bout de la baguette. Comme je l'avais expliqué dans l'épisode sur le 1836, ça sert déjà parce que la procédure de rechargement de ces armes-là induit d'avoir donc la dosette ici, pleine de poudre, dans ce sens-ci, et c'est l'arme qui vient coiffer le bordel avant de la retourner, à cause de l'épaulement des chambres rétrécies. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et ensuite, comme je vous l'avais déjà expliqué aussi, pour pouvoir appuyer la main sur la baguette lors du tassement. Parce que là, tout de suite, vous traversez la main. Dans le second pistolet, c'est le mien, on trouve le tire-balle. Et figurez-vous que j'ai une chance folle, non seulement j'ai le tire-balle, ce qui est plutôt rare parce que souvent, ces calottes sont vides, mais en plus j'ai le très rare tire-balle d'essai. Je prends la baguette, je laisse tomber le pistolet 30 secondes, et je vous montre ça. La double vis est toujours la même, sauf que celle-ci, ainsi que la baguette, elles sont percées, toutes les deux. Et ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à loger ces deux petites tiges qui se trouvent, vous voyez, dans le flanc du tire-balle quand c'est rangé, puisque ce tire-balle a deux petits logements exprès. Et quand c'est sorti, ça sert... Alors on mettra un comme ci, et l'autre comme ça. Et ça sert à avoir plus de prise dans un sens comme dans l'autre, d'un côté comme de l'autre. C'est extrêmement rare et moi je sais pas, ça me fait frétiller le zigouigoui moi cette histoire. Alors, question internationale de Monsieur Duriné à Pissevache en Valais. Y avait-il des accessoires réglementaires ou était-ce son propriétaire qui devait faire fabriquer selon ses besoins? Faut comprendre que pour les officiers, tout
était à leurs frais, quoi qu'il arrive. Ce qui explique qu'ils aient un peu fait comme ils voulaient selon leurs moyens et leurs goûts. En dehors des accessoires qui étaient contenus dans les calottes qui étaient strictement réglementés, notamment la dosette, parce que ça compte, pour le petit matériel, nettoyage, chargement, transport, etc., tout était affaire de goût et de moyens. Prenez par exemple les fontes. Alors les fontes, ce sont deux gros étuis qui se collent de chaque côté de la selle du cheval à l'avant du cavalier. Les dimensions de ces fontes, leur architecture étaient réglementées. En revanche, l'apparence, ça explique qu'il y en ait eu des normaux bien que très élégants, comme ceux-ci par exemple, vous voyez, en cuir, avec des boutreaux en laiton, etc. C'est très beau, je suis très content de les avoir. Vous voyez, hein, ça rentre là-dedans. Tout simple. Donc bon, des normaux, des élégants, des luxueux, des très luxueux, et des tellement turbo-luxueux que ça fait maison de passe au Koweït. Non mais sans rire, regardez-moi ça, le Gus il a zigouillé un troupeau de panthères pour faire sa selle. Ah, mais dites donc, j'avais pas vu l'heure. C'est l'heure des marquages. Il est marqué sur la platine de la Manufacture Nationale de Châtellerault. Et c'est un petit miracle parce que sur le canon, en plus des lettres MN pour Manufacture Nationale, eh bien il y a la date 1852. Ça vous dit rien, 1852 ? Alors déjà c'est ironique parce que c'est l'année de la confiscation des biens des Orléans, sachant que c'est sous cette dynastie-là qu'il a été créé et le plus utilisé aussi. Ouais, c'est assez ironique. C'est l'année de la création de la médaille militaire, et surtout, c'est l'année de l'Empire, le second. Et donc, ça a été la dernière année où il a pu être marqué comme ça. Ben oui, de 48 à 52, c'est la très éphémère Seconde République, dont Louis-Napoléon Bonaparte sera le premier et seul président, avant d'être son fossoyeur, puisque ce sera Napoléon III. À la platine, on a le L de Lelon, ce qui est assez bizarre, puisqu'il est pas censé avoir été à Châtellerault, lui, mais pourtant c'est bien son L. Alors, à moins qu'il y ait eu un doublon, il y a un petit mystère là. Au canon, on a les habituelles 2 lettres dans un losange et encadré d'étoiles. Et là, je dois vous admettre, je suis pas sûr. Est-ce que ce C et ce A, ce serait Arcelin et Chassepeau ? Arcelin, je suis quasi sûr, mais Chassepeau... Au bois, on distingue à peine, mais on le distingue quand même, le monogramme de Charles-Élie Arcelin, donc, directeur de la manufacture d'armes de Châtellerault de 1849 à 1855. Vous remarquerez d'ailleurs au bois, pendant qu'on y est, le quadrillage est réglementaire, mais évidemment, les variantes civiles ont fait varier ce truc-là, et donc il arrive qu'il y ait des crosses complètement lisses. Mais là, en l'occurrence, il a bien son quadrillage réglementaire. Et à part ça, bah, c'est un peu triste, mais il n'y a pas grand-chose. Aux garnitures, baguettes, pontets, calottes et tout le bazar, je pense que c'est de nouveau César Perrichon, mais c'est vachement petit, je vois pas très bien. Bon, maintenant, parlons sérieux et vrai 2 secondes. Le 1833... c'est l'arme des premières fois. Première arme de poing d'officier qui ne s'inspire pas d'un modèle de troupe. Première arme de poing réglementaire à percussion et même première arme militaire française à percussion tout court si on oublie le 1831 de Rempart qui a été fort peu utilisé et surtout qui a été très rare. On en a déjà parlé, je vous rappelle. Première arme de poing réglementaire à canon rayé. Première arme de poing réglementaire à platine arrière. Première arme de poing avec une chambre rétrécie. Première arme de poing réglementaire avec un doigtier. Et tout ça en 1833. Imaginez un peu, Louis-Philippe est roi, Napoléon Ier est mort que depuis 12 ans, la France est pas encore industrialisée, et il faudra attendre 4 ans avant de pouvoir voyager en train. C'est incroyable, putain, remettez-vous 2 secondes à cette époque. Alors, en revanche, contrairement à ce que j'ai pu lire, ça n'est pas le premier pistolet réglementaire avec une hausse et un guidon. Le 1816 en avait déjà. Ces pistolets 1833, premier type et second type, resteront en service vraiment très longtemps. Officiellement fabriqués jusqu'en 1850, 1855, ils ne seront jamais réellement remplacés par les suivants. En tout cas, pas par le 55 qui sera fabriqué en tout petit nombre. En réalité, ils côtoieront des commandes privées d'autres modèles, mais civils cette fois, comme les très connus de chez Delvin par exemple, mais ils ne seront remplacés que par le 1873, le revolver 1873. On est passé de ça à ça. C'est suffisamment impressionnant pour vous ou pas ? Sinon, je peux plus rien faire. Je suis désolé, mais je rends mon tablier. J'ai attendu 15 ans avant d'avoir mon propre 1833 à moi. Pour moi, le pistolet modèle 1833, c'était le luxe total dans une vie de collectionneur. C'est un peu redescendu, mais ça a été très cher à une époque. Pour vous dire, à chaque fois que j'en voyais passer un en boutique, c'était une torture pour moi. Généralement, j'en sortais un de la vitrine et je le posais sur mon bureau. Comme ça, il était un petit peu à moi, même si en vrai, bon bah, au bout de 2 semaines, il partait chez quelqu'un d'autre, quoi.
Mais voilà, c'est vous dire s'il m'a fait fantasmer pendant de nombreuses années, ce truc. Voilà, écoutez, ça a été un immense plaisir de vous le montrer, j'espère que ça vous a plu. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs. Je vous fais de gros bisous à tous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine arme réglementaire délicieuse. Ciao! Le jour de gloire est arrivé. Ne pas se péter la gueule, ne pas se péter la gueule, ne pas se péter la gueule. Aïe. Cette cheminée a un véritable intérêt, elle est destinée à moins souffrir des... Ah, des percussions répétées, je vais y arriver! Ah